Podcast. Bonsoir mes chers amis. En cette fin d'après-midi de juin 1909, Sherlock Holmes débarqua à la gare du Nord accompagné de son inséparable ami Wilson. Nous allons prendre un fiacre, Wilson. Venez, la sortie est sur la droite. Excusez-moi, monsieur. Vous êtes bien monsieur Sherlock Holmes? Mais oui. Écoutez-moi, monsieur, c'est très grave. Je sais que vous allez rue Murillo. Mais mademoiselle... Rue Murillo 18. Il ne faut pas y aller, monsieur Holmes. Je vous en supplie. N'y allez pas. Mais... Vous le regretteriez tellement. Je ne sais pas qui vous êtes, mademoiselle, mais sachez que je n'abandonne jamais une tâche que j'ai entreprise. Écoutez-moi. Au revoir, mademoiselle. Cocher. Oui. 18 rue Murillo. Bien, monsieur. Allez, hue! Vingt minutes plus tard, Sherlock Holmes et Wilson étaient introduits dans le petit salon d'un somptueux hôtel particulier en bordure du parc Monceau. Le maître de maison, le baron d'Imbleval, entra en compagnie de sa jeune femme, et après les salutations d'usage, ils entrèrent dans le vif du sujet. Je vous remercie, monsieur Holmes, d'être venu aussitôt le reçu de ma lettre. De quoi s'agit-il exactement, monsieur? Il s'agit d'un vol qui a eu lieu dans ce salon au cours de la nuit de samedi à dimanche dernier. Ah. Il y a donc 6 jours? Oui. Samedi dernier, vers 11h du soir, ma femme et moi, nous avons éteint ce lustre, là, pour regagner notre chambre. Qui se trouve? À côté, cette porte que vous voyez. Le dimanche matin, je suis entré dans ce boudoir, ma femme dormait encore, et j'ai trouvé cette fenêtre ouverte, alors que la veille, au soir, nous l'avions laissée fermée. Et ce carreau avait été découpé près de l'espagnolette. Nous n'avons d'ailleurs touché à rien. Je vois. Et que vous a-t-on volé? Une petite lampe juive en cuivre qui cachait dans un double fond secret un magnifique bijou ancien, une chimère d'or incrustée de diamants d'une très grande valeur. Le voleur connaissait donc lui aussi la cachette. Ah, ça, pourtant c'est le hasard qui nous a révélé à ma femme et à moi le mécanisme secret de cette lampe. Et le même hasard a pu le révéler à quelqu'un d'autre. Un domestique, par exemple. Oh, notre personnel est au-dessus de tout soupçon, monsieur Holmes. Vous avez prévenu la police? Ah oui, et c'est parce que jusqu'ici elle s'est montrée incapable que nous vous avons écrit. Ah. Et voyons les lieux. Comme vous le constatez, nous sommes ici au premier étage. Cette fenêtre donne sur une terrasse. En bas, là, vous voyez le jardin qui n'est séparé du parc Monceau que par une grille. Il est certain que l'homme est venu du parc. Il a franchi la grille avec une échelle, il a traversé le jardin. Il est venu appliquer son échelle le long de la terrasse pour grimper jusqu'ici. Sherlock Holmes sortit de sa poche sa célèbre loupe et son mètre pliant. Puis pendant 1 heure, il se livra à des examens aussi mystérieux que minutieux. Il retrouva enfin ses hôtes dans le petit salon. Encore une question, monsieur le baron. La porte de ce boudoir qui donne à ce que je vois sur le hall d'entrée, était-elle fermée pendant la nuit du vol? Ah oui, monsieur. Comme tous les soirs, j'avais poussé le verrou. Ce qui vient confirmer ma première impression. Ah, qui était? Et qu'appliquer une échelle, couper un carreau, et choisir un objet et s'en aller, eh bien non, les choses d'ordinaire ne se passent pas aussi facilement. Tout cela est trop clair, trop net. Le voleur a bien pris la lampe juive et rien d'autre, n'est-ce pas? Non, rien d'autre. Croyez-vous qu'un voleur professionnel n'aurait pas mis également la main sur le plus grand nombre possible des objets de valeur qui sont dans ce boudoir? Évidemment. Non, à mon avis, personne n'est venu du dehors. L'effraction a été simulée et le vol a été effectué par un familier de la maison. Un domestique, très probablement. Mais c'est impossible! Et les traces relevées par la police, monsieur Holmes? Mise en scène pour détourner les soupçons, madame. Mais les éraflures de la balustrade! On les a faites exprès. Tenez, voici quelques brins de papier de verre que j'ai recueillis. Mais les marques laissées par les montants de l'échelle dans la terre du jardin? J'ai examiné les 2 trous rectangulaires au bas de la terrasse et les 2 trous situés près de la grille. Eh bien, l'écart change selon l'endroit. Non. En bas de la terrasse, l'écart est de 23 cm, le long de la grille, il est de 28. Je pense que le voleur ne serait pas venu avec 2 échelles. Oui, bien. Et vous en concluez? Que les 4 trous ont été faits à l'aide d'un seul et unique morceau de bois. Oh, vous croyez? Et le morceau de bois
Monsieur le baron, le voici. Je l'ai ramassé sous la caisse d'un laurier. Incroyable. Écoutez-moi bien. Et tout ceci a été exécuté par un de vos domestiques. Et ce domestique est à la solde d'Arsène Lupin. Arsène Lupin? Oui, monsieur le baron. Ah, mais comment en êtes-vous si sûr? Et parce qu'au moment de partir pour Paris, j'ai reçu de monsieur Lupin une lettre dans laquelle il me conseillait charitablement de ne pas m'occuper de ce vol et de rester tranquillement en Angleterre. Oui, mais comment a-t-il su que je vous avais écrit? Un de vos familiers le lui a dit. Allons donc. C'est une idée qui nous est venue l'autre soir à table, n'est-ce pas? Devant un domestique. Ah non, je ne crois pas. Ni avec nos 2 enfants. Et encore non. Sophie et Henriette n'étaient plus à table, n'est-ce pas, Suzanne? Elles avaient rejoint C'est mademoiselle. ça, oui. Mademoiselle? Leur gouvernante, mademoiselle Alice. Cette personne ne prend pas ses repas avec vous? Non, elle les prend dans sa chambre. Entrez, oui. Un télégramme. Oui. Pour Monsieur Scholms. Ah, merci. Vous permettez? Les résultats obtenus par vous en si peu de temps sont étourdissants. Toute mon admiration, signé Arsène Lupin. Arsène Lupin? Oui, monsieur le baron. Commencez-vous à croire maintenant que vos murs ont des yeux et des oreilles? Mais qui peut nous trahir? Qui? Sherlock Holmes et Wilson furent les hôtes du baron d'Imbleval. Ils passèrent une excellente nuit, et dès le lendemain matin, ils reprirent l'enquête avec leur minutie habituelle. Ils visitèrent d'abord l'étage des domestiques. Rien d'intéressant. Mais, descendus au premier, une surprise les attendait. Ils virent soudain sortir d'une des chambres une jeune fille chapeautée, gantée, qui gagna l'escalier et allait visiblement en ville. Wilson, vous l'avez reconnue? Ben oui, c'est la jeune fille qui vous a supplié à la gare du Nord de renoncer à l'enquête. Attendez, interrogeons la femme de chambre. Pardon, mademoiselle. Monsieur? La jeune fille qui vient de descendre, qui est-ce? C'est mademoiselle Alice, la gouvernante des 2 filles de monsieur et madame. Et cette porte ici, c'est sa chambre? Oui, monsieur. Je vous remercie, mademoiselle. À votre service. Wilson, entrons chez cette demoiselle Alice et profitons de son absence pour visiter sa chambre à fond. J'ai l'impression que nous n'allons pas perdre notre temps. Ce ne fut qu'au bout d'une demi-heure qu'Herlock Holmes fit une découverte. Regardez, Wilson, ce que je viens de trouver au fond de ce placard. Quoi donc? Ces journaux dans lesquels des mots ont été soigneusement découpés et, mieux encore, cet album pour enfants. Un alphabet? Oui. Et dans cette page des jours de la semaine, on a découpé le mot samedi. Mais le vol de la lampe juive a eu lieu dans la nuit d'un samedi. Eh oui. Et dans cette autre page, on a découpé 9 lettres et 3 chiffres. Notez-les, Wilson, vite. Vous y êtes? C, D, E, H, N, O, P, R, Z, 2, 3, 7. Eh ben, si vous arrivez à trouver ce que ça veut dire... Je trouverai, Wilson, je trouverai. J'ai encore fait une autre découverte. Tenez, là, dans le tiroir de la coiffeuse. Ce petit carnet de dépenses. Lisez à la journée de dimanche dernier. Dimanche. Quête, 20 centimes. Fleurs, 1 franc 50. Fiacre, 8279. Fiacre, 3 francs Wilson, 15. Wilson, fiacre, 8279. Vous ne trouvez pas cela digne de quelque intérêt? Mais ça signifierait quoi? D'abord que cette demoiselle a de l'ordre, puis de la précision, puisqu'elle a noté le numéro du fiacre. Oui, il y a des gens qui ont la manie de tout inscrire. Tenez, ma sœur Fortunia, quand elle s'était promenée dans Londres, marquait à chaque fois les rues par lesquelles elle était passée. Wilson, mon vieux, ce fiacre pris le dimanche du vol mérite une enquête spéciale. Vous croyez? J'en suis sûr. Venez. Sherlock Holmes et Wilson remirent tout en place et descendirent s'installer au jardin afin d'essayer de trouver sous les ombrages ce que pouvaient bien signifier les lettres découpées dans l'album d'enfants. Un quart d'heure plus tard, Sherlock Holmes remettait son crayon dans sa poche. Vous avez trouvé ce que veulent dire ces lettres? Oui. En partie tout au moins. Elle formait un anagramme et remise en ordre, voilà ce que je lis.
Répond, un point, Z, un tiret, CH, un tiret, 237. Oui. Hein. REPOND, un point et Z signifie sûrement répondez. Il reste CH 237. Ou bien c'est une formule de poste restante, ou bien les lettres CH font partie d'un mot incomplet. La suite des événements nous renseignera peut-être là-dessus. Ah, voici monsieur et madame d'Imbleval. Bonjour, messieurs. Monsieur et madame. Avez-vous passé une bonne nuit? Excellente. Et puis-je, madame, vous poser une question? Je vous en prie. Et que pensez-vous de la gouvernante de vos enfants? Uniquement du bien? Pourquoi? Et depuis combien de temps est-elle à votre service? 1 an. J'ai en elle une confiance absolue. Et le dimanche matin, est-elle sortie? Le lendemain du vol? Oui. Elle est allée comme à l'ordinaire à la messe de 11h avec les enfants? Mais auparavant? Auparavant? Non. Ou plutôt... Oh, j'étais si bouleversée par ce vol. Essayez de vous souvenir, madame, c'est très important. Ah, mais oui. La veille, elle m'avait demandé l'autorisation de sortir le dimanche matin pour voir une cousine de passage à Paris. Mais monsieur Sholmes, vous ne la soupçonnez pas, je pense. Hélas, madame, mon métier est de la soupçonner. Elle aussi. Herlock Sholmes rechercha le fiacre 8279 et le trouva au dépôt de Levallois où le cocher Duprey, qui venait relayer, lui confirma avoir effectivement chargé une demoiselle en noir près du parc Monceau le matin du dimanche précédent. Elle avait une grosse voilette, paraissait très agitée et portait un petit paquet. Il l'avait menée au 8 place Saint-Ferdinand, il s'en souvenait très bien, et l'avait attendue une dizaine de minutes, puis reconduite au coin de la rue Murillo. Nanti de ces renseignements, Herlock Sholmes bondit au quai des Orfèvres et alla requérir le concours de l'inspecteur Ganimard. Voilà, Ganimard, toute l'histoire. Êtes-vous libre? S'il s'agit d'Arsène Lupin, non. Il s'agit de Lupin. Alors je ne bouge pas. Comment? Vous renoncez? Je renonce à l'impossible. Je suis là d'une lutte inégale où nous sommes sûrs d'avoir le dessous. C'est là, je le sais, mais je m'en moque. Lupin est plus fort que nous. Je m'incline. Pas moi. Mais vous vous inclinerez comme les autres. Ça vous ferait plaisir de voir ça, hein? Oui. Franchement, oui. Et au fait, puisque vous n'avez pas votre compte de coups de bâton, d'accord, je vous accompagne. Herlock Sholmes et Ganimard entrèrent chez la concierge du 8 place Saint-Ferdinand et se firent connaître. Et surtout, Motus, si vous ne voulez pas avoir d'ennui, madame, pas un mot à qui que ce soit sur ce que nous allons vous dire. Monsieur l'inspecteur, vous avez devant vous un tombeau. Parfait. Dimanche dernier, le matin, avez-vous vu entrer dans cette maison une demoiselle en noir? En noir? Ah oui, vers 9h. C'est la jeune fille qui monte au second. Vous la voyez souvent? Non, mais beaucoup plus depuis quelque temps. La dernière quinzaine, presque tous les jours. Et depuis dimanche? Une seule fois, là, tout à l'heure. Elle vient de venir? Oui, elle est encore là-haut. Sa voiture attend sur la place, comme d'habitude. Qui est-ce qui habite au second? Il y a à gauche Mademoiselle Langeais, la modiste, et à droite un monsieur qui a loué depuis 1 mois sous le nom de Bresson. Pourquoi dites-vous sous le nom? Une idée à moi que c'est un nom d'emprunt. La blanchisseuse m'a confié qu'il n'avait pas de chemise aux mêmes initiales. Tiens. Comment vit-ce, monsieur? Presque tout le temps dehors. Il est quelquefois des 3 jours sans rentrer chez lui. Était-il ici dans la nuit de samedi à dimanche? Attendez voir que je réfléchisse. Ah oui. Oui, il est rentré vers 9h, il n'a plus bougé. Quel métier exerce-t-il? Ça, je sais pas. Et physiquement? Taille moyenne, mince, plutôt distingué. Mais quelquefois, il s'habille de façon tellement différente qu'il a l'air ou plus grand, ou plus petit, ou plus gros. Dernière nouveauté, depuis 15 jours, il se laisse pousser la barbe. Oui, tout ça me rappelle un lascar que je connais bien. Ouais. Oui, tout à fait sa technique. Dans cette maison, y a-t-il un escalier de service? Non. Oh, tenez, regardez, il y a la jeune fille qui sort. Oui, c'est bien elle. Et voilà Monsieur Bresson avec un petit paquet sous le bras. Suivons-les. Merci, madame. Merci. Et pas un mot à qui que ce soit, n'est-ce pas? Non, monsieur l'inspecteur, pour qui me prenez-vous? Vous venez, Ganimard? Oui. Attendez. Restons dans l'ombre de la porte cochère pour les observer. Mais dites-moi, le Bresson, il n'a pas l'air d'être avec la jeune fille? Regardez, elle reprend son fiacre toute seule. Je ne veux pas dire qu'ils se connaissent, je les ai jamais vus ensemble. Venez, Ganimard, suivons Lupin.
Herlock Sholmes et Ganimard suivirent Arsène Lupin jusqu'à la Seine. Il descendit sur la berge, disparut derrière un tas de sable au bord du fleuve, puis remonta pour reprendre le chemin de la place Saint-Ferdinand. Il n'avait plus le petit paquet qu'il tenait sous le bras à l'aller. Par contre, les deux policiers remarquèrent que, comme en venant, un homme ne cessait de le suivre et de l'observer. Mais avant tout, c'était Arsène Lupin qui intéressait Ganimard et Herlock Sholmes. Et ils montèrent derrière lui, au 2e étage, et se tinrent sur le palier, devant la porte de droite. Monsieur Ganimard, je ne bouge pas d'ici. Allez vite au commissariat chercher des agents. Je connais le gaillard. Il profitera de ce que vous restez seul pour s'enfuir. Non. Vous et moi, contre lui, si vous voulez vraiment sa peau. Il est cuit. Alors, je sonne. Puisqu'il n'y a pas d'escalier de service, il est là. Sonnez encore un coup. Il ne veut pas ouvrir. Parfait. Avance la porte. Chut. Écoutez. Vous avez entendu craquer le parquet? Oui. Il est dans l'antichambre. Il nous écoute. On y va. D'abord, les sommations d'usage. Au nom de la loi, ouvrez! Au nom de la loi, ouvrez ou on enfonce la porte! Il s'est tué. La porte, vite! Regardez. Il s'est suicidé. Il a encore son revolver à la main. Ce n'est pas Arsène Lupin. Comment le savez-vous? Il a la figure pleine de sang, vous ne l'avez même pas examiné. Arsène Lupin n'est pas homme à se suicider. Pourtant c'est bien lui que nous avons suivi et qui est remonté ici. Nous avons cru, parce que nous voulions le croire. Parce que cet homme nous obsède. Dans ce cas, c'est un de ses complices. Et les complices d'Arsène Lupin ne se tuent pas plus que lui. Alors qui c'est? J'ai beau regarder le visage. Non, j'ai jamais vu cet homme. Le lendemain matin, Herlock Sholmes regagna l'hôtel du baron d'Imbleval et trouva dans le boudoir son ami Wilson qui l'attendait. Oh, Sholmes, mais qu'est-ce que c'est que cet accoutrement? J'ai pris un bain forcé, Wilson, et un mastroquet des bords de la Seine à Neuilly m'a prêté ce costume manifestement trop court pour moi. Je suis ridicule, je le sais, mais ayez au moins le tact de ne pas vous en apercevoir. Mais que vous est-il arrivé? Ce matin, mademoiselle Alice est sortie à 9h et je l'ai prise en filature. Elle est allée chez un herboriste, puis elle a été accostée par un individu qui avait l'air de lui demander l'aumône. La casquette à la main. Mais je n'étais pas dupe. Elle lui passait verbalement un message. Alors j'ai suivi l'individu et il m'a emmené ainsi jusqu'à la Seine. Et savez-vous qui l'avait pris en filature en même temps que moi? Ganimard. Ganimard? Oui, Ganimard. Il était sur le coup depuis plus d'1 heure. Nous avons donc observé le type qui s'est arrêté à l'endroit exact où Bresson était descendu sur la berge et, comme lui, il est passé derrière le tas de sable. Et nous ne l'avons pas vu remonter. Alors je suis descendu en courant. Derrière le tas de sable, il n'y avait qu'un pêcheur à la ligne dans une barque amarrée au quai. Je lui ai demandé s'il ne venait pas de voir un homme répondant à tel signalement. Il me répond non. Et comme je m'étonnais, il sort un calepin de sa poche et il griffonne quelque chose. Il arrache la feuille et me l'attend. Regardez. Mais il a écrit les mêmes lettres que celles qui ont été découpées dans l'alphabet. Oui. Mais alors, ce pêcheur à la ligne, c'était Arsène Lupin. Oui, je l'ai reconnu tout de suite. Et voyant qu'il me narguait, foudrage, j'ai pris mon revolver. Et vous l'avez tué? Non. Non, je me suis dominé. Savez-vous ce que j'ai fait? J'ai sauté à pieds joints dans la barque. Formidable. Malheureusement, l'amarre s'est cassée. Les 2 rames ont glissé dans l'eau et la barque est partie à la dérive. Lupin ricanait naturellement. Et après,
Quand l'un de nous aura réduit l'autre à l'impuissance, il sera bien avancé. Vous ne saurez pas quoi faire de moi, je ne saurai pas quoi faire de vous, et on restera là comme deux imbéciles. Mais ma parole, c'est Ganimard là-bas. Mais il me tire dessus. Attention, Ganimard! Tu tires si bien que tu vas tuer ton petit ami Sherlock Holmes. Encore raté! Tiens, je vais te montrer, moi, comment il faut viser. Vous avez vu le chapeau de Ganimard? Une balle en plein dedans. De chaque côté du fleuve, des gens étaient venus se masser et Ganimard et ses hommes suivaient notre barque qui filait doucement au large, entraînée par le courant. C'était la capture inévitable, automatique. Passionné par tous les risques, Lupin jubilait. Avouez, monsieur Sholmes, que vous ne donneriez pas votre place pour tout l'heure du Transvaal. C'est que vous voilà au premier rang des fauteuils d'orchestre. Et en attendant la capture ou l'évasion d'Arsène Lupin, je voudrais que vous écoutiez une seconde. Je vous en prie, renoncez à vous occuper de cette affaire. Il en est temps encore et je peux réparer le mal que vous avez fait. Après, je ne pourrai plus. D'accord? Non. Alors tant pis. Que faites-vous? Oh, viens, j'arrange quelque chose au fond de cette barque. Je crois, cher ami, que nous sommes venus au bord de la Seine pour y repêcher l'objet dont Bresson s'est débarrassé. Oui, je connaissais l'endroit, je l'avais fait suivre. Aussi, aujourd'hui, avais-je donné rendez-vous à quelques camarades et j'étais sur le point d'effectuer une petite exploration dans les profondeurs du fleuve quand un de mes amis que vous aviez pris en filature et qui a joué à cache-cache avec vous autour du tas de sable est venu m'annoncer votre approche. Mais dites-moi, cette barque prend l'eau? Mais oui, figurez-vous. Je viens d'arracher un bouchon qui était là tout exprès et nous allons tout doucettement faire naufrage. Oh, regardez là-bas. Ganimard a frété un gros bateau et 4 flics ont pris les rames. Allez-y les gars! Mettez de l'huile de bras! Vous n'êtes pas encore arrivés ici! L'eau envahissait rapidement notre barque. Elle nous arrivait déjà plus haut que la cheville. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Moi, j'ai allumé une cigarette. 3 minutes plus tard, nous prenions un bain de siège. Ganimard et ses agents approchaient, mais le courant nous entraînait de plus en plus vite. 2 minutes plus tard, Arsène Lupin retirait sa veste, me suppliant d'en faire autant. Et comme je refusais, il a remis la sienne. Quel type! Mais tout d'un coup, la barque a sombré, je me suis trouvé au milieu de l'eau. Alors, à grande brassée, j'ai gagné à la nage le bateau des policiers qui approchaient. Mais Lupin? La barque était complètement retournée, il était à cheval dessus, pérorant et narguant Ganimard. Exaspéré, le brigadier Folenfant a eu un geste irréfléchi. Il a tiré un coup de revolver sur Lupin qui s'est tu brusquement. Il a basculé dans l'eau. Pendant quelques secondes, il a essayé de se cramponner à l'épave. Puis tout à coup, il a lâché prise et il a coulé. Il s'est noyé? Tiens, bonjour messieurs, vous étiez là? Bonjour, monsieur. Madame. Avez-vous du nouveau, monsieur Sholmes? Oui, monsieur, je considère même ma mission comme terminée. Vraiment? Asseyez-vous et racontez-nous vite. Et mademoiselle Alice est-elle ici? Elle est à côté, dans notre chambre, avec mes filles. Et pour ce que j'ai à dire, j'aimerais qu'elle soit présente. Soit. Mademoiselle, voulez-vous avoir l'obligeance de venir? Je vous prie. Bonjour, monsieur Sholmes. Et je tenais à ce que vous soyez ici, mademoiselle, pour m'entendre affirmer définitivement que la lampe juive a été volée par une personne qui habite cet hôtel. Vous connaissez le coupable? Et j'accuse la personne qui a découpé les lettres de cet alphabet et communiqué au moyen de ces lettres avec Arsène Lupin. Mais comment savez-vous que le correspondant de cette personne est Arsène Lupin? Et par Lupin lui-même. Et dans les circonstances que je vous raconterai tout à l'heure, il m'a tendu une feuille de carnet. Sur cette feuille, il avait inscrit des lettres et des chiffres. La voici. Et remarquez, rien ne l'obligeait à me la donner, et par conséquent à se faire reconnaître. Une simple gaminerie de sa part qui m'a fort bien renseigné. Renseigné, ça je ne vois pas comment. Voyez sur cette feuille, il a reproduit exactement les lettres et les chiffres dont j'avais trouvé l'emplacement découpé dans un certain alphabet. À moi, il me manquait 2 lettres pour que je comprenne le message. Or, sur cette feuille écrite par Lupin, ces 2 lettres y sont. Et j'ai compris tout de suite que l'anagramme signifiait « Répondez Écho 237 », c'est-à-dire « Répondez au journal Écho de France », rubrique de la petite correspondance numéro 237.
Je suis allé au journal, j'ai compulsé un certain nombre de numéros, et grâce à ces divers messages, j'ai tout reconstitué. Et quoi donc? Tout d'abord, une dame implore la protection d'Arsène Lupin. Elle est sous la domination d'un ennemi, de Bresson sans aucun doute, et elle est perdue si on ne vient pas à son aide. Elle donne le nom de sa rue, Murillo. Le lendemain, Arsène Lupin annonce qu'il sera dans le parc Monceau à 3 heures. Elle portera un bouquet de violettes comme signe de ralliement. Ils arrêtent alors leur plan. Pour satisfaire aux exigences de Bresson, la dame enlèvera la lampe juive. Le vol a lieu. La dame sort le dimanche matin, rend compte à Lupin de ce qu'elle a fait et porte à Bresson le trésor volé. La justice, abusée par la fenêtre ouverte et le carreau découpé, admet le vol par effraction. La dame est tranquille. Mais Bresson, averti par la dame des progrès de mon enquête, va jeter la lampe juive soigneusement enveloppée de toile cirée dans un endroit de la scène où il lui sera possible de le retirer une fois le danger passé. C'est au retour que, traqué par Ganimard et par moi, et ayant sans doute d'autres forfaits sur la conscience, qu'il perd la tête et se tue. Oui, mais le paquet qui contenait la lampe juive? J'ai profité du bain qu'on m'avait forcé de prendre pour aller à l'endroit choisi par Bresson. Ce paquet, monsieur, le voici. Ouvrez-le. Vous y trouverez la lampe et la chimère d'or sertie de diamants. Oh, mais c'est merveilleux! Suzanne, regarde, le bijou, il est intact! Comment vous dire ma reconnaissance, monsieur Scholz? Non, laissez ça, je vous en prie. Il vous reste maintenant à me dire le nom du voleur. Et ce voleur est une voleuse, monsieur. J'accuse mademoiselle Alice d'avoir pris ce bijou, d'avoir correspondu avec Arsène Lupin et d'avoir simulé l'effraction. Mais ce n'est pas possible, monsieur Scholz, vous vous trompez. Mademoiselle Alice est pour moi... Répondez, mademoiselle. Êtes-vous la coupable, oui ou non? Oui, monsieur. La coupable, c'est moi. Je crois rêver. Mais comment avez-vous pu? La nuit du samedi au dimanche, je suis descendue dans ce boudoir. J'ai pris la lampe et le matin, je l'ai portée à cet homme. Mais voyons, ce n'est pas possible, puisque le matin, j'ai retrouvé fermée au verrou la porte de ce boudoir. Si vous étiez passé par cette porte comme vous le prétendez, il aurait fallu que quelqu'un vous ouvre de l'intérieur. Or, à l'intérieur, il n'y avait que ma femme et moi. N'est-ce pas, chérie? Vous avez raison, monsieur, je faisais erreur. C'est vrai, je ne suis pas entrée par ici. Je suis passée par le vestibule et par le jardin, et c'est à l'aide d'une échelle... Non, vous mentez. N'est-ce pas, madame, qu'elle ment? Eh bien, Suzanne, monsieur Scholz te parle. Mademoiselle ment pour sauver quelqu'un. Elle s'accuse à la place de la vraie coupable. Et cette coupable, madame, vous la connaissez? Oui. C'est moi. Mademoiselle a tout fait pour me sauver, par dévouement, par affection. Mais te sauver de quoi? De qui? De cet homme. Bresson? Oui. C'est moi qui le tenais par ses menaces. Je l'ai connu chez une amie et j'ai eu la folie de l'écouter. Toi? Oh, rien que tu ne puisses me pardonner. J'ai écrit 2 lettres, stupides, imprudentes. Je les ai rachetées, tu sais comment. Toi, Suzanne, est-ce possible? Je vous ai accusé injustement, mademoiselle Alice. Je vous demande pardon. Le soir de ce même jour, le paquebot Ville de Londres, qui fait le service entre Calais et Douvres, glissait dans l'eau calme. La nuit était obscure et la plupart des passagers avaient gagné les salons. Quelques-uns, cependant, étaient restés sur le pont. Un des passagers s'approcha d'une personne étendue sur une chaise longue. Ah, je croyais que vous dormiez, mademoiselle Alice. Non, monsieur Scholz. Non, je pensais à madame d'Imbleval. Elle doit être si triste. Sa vie perdue. Mais non, une erreur passagère se pardonne. Tôt ou tard, monsieur d'Imbleval l'oubliera. Déjà, quand nous sommes partis, il la regardait moins durement. Peut-être. Mais pendant combien de temps va-t-elle encore souffrir? Vous lui étiez si attaché? Je l'aimais beaucoup.
C'est cela qui m'a donné tant de force pour essayer de la sauver et pour vous affronter, Monsieur Sholmes, quand j'aurais tant voulu vous fuir. Vous êtes malheureuse de l'avoir quittée? Je n'ai ni parents ni amis. Je n'avais qu'elle. Vous aurez des amis en Angleterre, mademoiselle. Tous les miens. Vous pouvez compter sur moi. Merci, Monsieur Sholmes. Reposez-vous. À tout à l'heure. Pardon, monsieur. Auriez-vous un peu de feu, s'il vous plaît? Non, monsieur, je ne fume pas. Oh, excusez-moi. Je vous en prie. Ah, pardon, monsieur, je vois que vous avez du feu. Ah oui, mais pour la pipe, il faut des allumettes. En voici. Tenez, permettez, je vais vous allumer. Ah, voilà. Ah! Toujours en bonne santé, monsieur Lupin. Bravo. Pourquoi bravo? Comment pourquoi? Je me suis noyé dans la Seine sous vos yeux, vous me voyez réapparaître comme un fantôme, et par orgueil, par pur orgueil britannique, pas un pli de votre figure n'a bougé. Moi, je trouve ça admirable. Vous avez tort. À votre façon de tomber de la barque, j'ai très bien vu que vous tombiez volontairement. Aucune balle ne vous avait atteint. Oh, et vous êtes parti comme ça, sans savoir ce que je devenais? 500 personnes commandaient les deux rives sur 1 kilomètre. Du moment que vous échappiez à la mort, votre capture était certaine. Et pourtant me voici. Monsieur Lupin, il y a 2 hommes au monde qui à rien ne peut m'étonner. Moi d'abord, vous ensuite. Merci pour le tandem. Racontez-moi maintenant comment vous vous en êtes sorti. Oh, c'est très simple. Mes amis veillaient puisqu'on s'était donné rendez-vous pour repêcher la lampe juive. Aussi, après être resté une bonne demi-heure sous la coque renversée de la barque, j'ai profité d'un instant où Ganimard et ses hommes cherchaient mon cadavre le long des rives pour remonter sur l'épave. Mes amis sont arrivés en canot automobile et ils m'ont cueilli au passage, sous l'œil ahuri de 500 personnes. Très joli. Oh. Compliment. Et vous avez affaire en Angleterre? Oui, des rendez-vous importants que je ne pouvais pas manquer. À propos, finalement, Monsieur d'Imbleval... Il sait tout. C'était bien la peine que je me donne tant de mal. Il aurait été si simple de me laisser faire. C'est vrai, encore un jour ou deux, et je reprenais à Bresson la lampe juive. Je l'ai renvoyée au d'Imbleval, et ce sympathique ménage continuait à vivre paisiblement. Au lieu de ça... J'ai porté la discorde au sein d'une famille que vous protégez. Mais que je protégeais, mais oui. Que voulez-vous, Monsieur Sholmes, on ne peut pas toujours faire le mal. Il vous arrive donc de faire le bien? Eh oui, à mes heures. Voyez-vous, ce qui est incroyable dans toute cette histoire, c'est que ça a été moi le bon génie et vous le mauvais, qui a apporté le drame et le chagrin. Vous permettez, Ganimard aurait bien fini par découvrir le rôle joué par Mademoiselle Alice et par elle remonter jusqu'à Madame d'Imbleval. D'accord, mais avouez que vous y auriez donné un fameux coup de pouce. Chut. Voici Mademoiselle Alice. Et savez-vous, cher ami, qui sont ces 2 gentlemen qui font les 100 pas sur le pont? J'ai cru reconnaître le commandant du bateau. Et l'autre? J'ignore. C'est Monsieur Hoonay. Ah. Monsieur Hoonay occupe en Angleterre une situation semblable à celle de Monsieur Dudouis, votre chef de la sûreté. Oh, écoutez, alors, présentez-moi. Monsieur Dudouis est un de mes meilleurs amis et je serais fier d'en pouvoir dire autant de Monsieur Hoonay. Et si je vous prenais au mot? Monsieur Sholmes, ne me serrez donc pas le poignet aussi fort puisque je suis prêt à vous suivre. Finissons-en, venez. Allons, venez, plus vite que ça. Voilà. Inutile de nous accompagner, Mademoiselle Alice, nous n'avons pas besoin de vous. Non, mais remarquez qu'elle ne vient pas de son plein gré. Je lui serre le poignet aussi fort que vous serrez le mien. Et pourquoi ça? Comment? Mais je tiens à la présenter, elle aussi. Son rôle dans l'histoire de la lampe juive est encore plus important que le mien. Complice d'Arsène Lupin, complice de Bresson. Elle devra également raconter à Monsieur Hoonay l'aventure de la baronne d'Imbleval. Tout cela intéressera prodigieusement la justice et vous aurez de la sorte poussé jusqu'à ses dernières limites votre bienfaisante intervention. Gaffeur. Vous avez raison, soit. Voyez-vous, Sholmes, quoi que nous fassions, nous ne serons jamais du même bord. On peut se saluer, se tendre la main, bavarder quelques minutes, mais le fossé est toujours là. Et vous obéirez toujours, avec plus ou moins d'à-propos, à votre instinct de détective, qui est de fourrer dedans le cambrioleur, et le plus vite possible. Et toujours, Arsène Lupin, lui, s'efforcera de vous filer entre les doigts en se moquant de vous, si faire se peut. Et ce soir, vous avez vu si je peux. Quant à vous, mademoiselle, soyez sûre que, même à toute extrémité, je ne vous aurais pas trahi. Arsène Lupin ne trahit jamais, surtout ceux qu'il aime et qu'il admire. Si M. Sholmes ne réussit pas dans ses démarches, présentez-vous donc chez Lady Strongborough et remettez-lui cette carte. C'est ma carte de visite. Et dites-lui simplement ces 2 mots. Souvenir fidèle. Cette grande dame vous sera dévouée comme une sœur. Merci. J'irai la voir dès demain. Et maintenant, Monsieur Sholmes, je vous dis bonsoir. Nous avons encore 1 heure de traversée. Permettez que je fasse un petit somme.
Arsène Lupin s'étendit sur une chaise longue et croisa ses mains derrière la tête. La lune était apparue. Elle flottait sur les flots d'encens. Le bateau continuait sa marche vers l'Angleterre, et bientôt apparurent les falaises de Douvres, blanches sur le bleu de la nuit. Des passagers remontèrent. Le pont se couvrit de monde. Monsieur Hounet passa, en compagnie de 2 gentlemen que Herlock Sholmes reconnut pour des agents de la police britannique. Sur sa chaise longue, Arsène Lupin dormait. Dans la série Les Aventures d'Arsène Lupin, vous venez d'entendre, adapté par Jean Marcillac d'après le roman de Maurice Leblanc, Arsène Lupin contre Herlock Sholmes, La lampe juive. C'est une production de Maurice Renaud. Prise de son René Cambien, bruitage Henri Saint-Georges, assistant Jacques Béraud, réalisation Abder Isker, avec dans le rôle d'Arsène Lupin, Michel Roux. Le baron d'Imbleval, Yves Vincent. Herlock Sholmes, Jacques Berthier, Wilson, Raoul Marceau, Ganimard, Jean Amadou, avec Nicolas Amato, et Alice, Martine Sarcey, Suzanne d'Imbleval, Jacqueline Rivière, avec Florence Blot et Tania Sourceva. Le conteur Robert Narcy, speaker Maurice Princet.